Maegovanen Melinnin, et bienvenue sur Rolyphonique. Rolyphonique, c'est un actual play, autrement dit des parties de jeux de rôle enregistrées par des rôlistes qui sont en l'occurrence aussi comédiennes professionnelles ou amatrices. Ici, pas d'image, nous ne captons que le son, parce qu'en vrai, nous pensons que ça permet une immersion encore plus profonde dans la fiction. Dans cette idée d'ailleurs, nous montons nos épisodes, ajoutons musiques et ambiances, afin que le résultat final ressemble le plus possible à un feuilleton radio. C'est pour ça que vous n'entendrez que très peu les joueuses, mais presque exclusivement les personnages et la narration. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, nous ne trichons pas avec le jeu. Nous ne nous arrangeons pas avec les résultats des jets de dés et rien n'est scripté à l'avance. Parfois, nous refaisons certaines répliques où il y a eu des bafouillis, des problèmes de son, un jeu pas top ou une formulation pas claire. On change rien au sens, on fait juste en sorte que ça sonne le mieux possible. Alors calez-vous confortablement, avec un casque c'est encore mieux, fermez les yeux si vous pouvez, et laissez l'écran de l'imagination créer les images du film. Quelque temps après être sortis des égouts, mes comparses et moi-même nous sommes dirigés vers le cimetière du Père-Lachaise afin de trouver plus d'infos sur cette histoire de trafic de cadavres. On a passé une bonne partie de la nuit là-bas, et au bout d'un moment, j'ai bien cru qu'il y avait plus de vivants que de macabres là-dedans. Je veux dire, entre le gardien de nuit et les cosaques qui sont venus nous chercher les crasses, c'était un sacré bazar. Au final, on s'est retrouvé chez Monsieur Mauroy avec un des cosaques sous la main, le seul qui avait pas canné à vrai dire. Bon, pour sûr qu'on n'a pas été très subtil pour lui tirer les verres du nez, mais faut croire que la bande à Olaf en sait un peu trop sur nous. Il a quand même fini par nous donner les noms de deux de ces gars, Astruc et Longe, qu'on avait déjà croisés sur le chantier d'ailleurs. Après ça, chacun est parti mener sa petite enquête, sauf Monsieur Mauroy qui a reçu un invité surprise qui apparemment veut nous filer un coup de main sur l'affaire. Le gardien du cimetière, Monsieur Bousseron qui s'appelle. Il paraît qu'on l'a impressionné. C'est pas faute de lui avoir mis un pied dans la tombe, littéralement. Enfin bon, du coup grâce à lui maintenant on sait qu'on a bien affaire à un trafic de cadavres de grande ampleur, orchestré par les cosaques. Bousseron veut nous filer un coup de main vu que ça va bien le servir. Enfin bref, voilà que Mlle Lépine et Paul Ponce vont chercher des infos chez Monsieur Astruc, non sans mal d'ailleurs, puis de se retrouver chez Monsieur Longe en pleine partie de jambes en l'air. Ah bah je peux vous dire qu'en voyant le colosse débarquer chez lui, clair qu'il a grimpé au rideau mais pas comme il aurait voulu. Du coup il a lâché toutes les infos FISA, sans demander son reste, et le nom de Louis-Amédée Dupuis de Perfit est ressorti comme par hasard. Va peut-être falloir qu'on aille faire un tour du côté du cercle omnisport, un de ces quatre. Et puis le nom du mage Nox et de la chapelle noire qui arrête pas de ressortir, tout cela ne me dit rien qui vaille. Pendant ce temps-là, je suis parti rendre visite au patron pour qu'il puisse me filer un ou deux tuyaux. Pas de soucis là-dessus, mais il faudra que je lui renvoie la politesse si vous voyez ce que je veux dire. Après ça, je suis allé voir ma bonne amie Irina Yankiewicz, la célèbre voyante, qui m'a rencardé des infos sans même que je lui demande. Cette femme est fascinante, croyez-le. Après un petit point de groupe, chacun a décidé d'enquêter à nouveau sur d'autres éléments. Paul Ponce est reparti voir Monsieur Longe pour obtenir d'autres trucs de sa part, mais arrivé là-bas, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Non seulement il a appris que le galon s'était fait découper il y a peu, mais en plus de ça, il est tombé avec stupeur sur le cadavre d'une femme portant un sabre ensanglanté. Mais attention, pas n'importe quelle femme, puisqu'il s'agissait du corps de Madame Privas. Bon sang, mais cette histoire va nous faire tourner les boyaux, c'est moi qui vous le dis. Arrêtez de me demander à chaque fois, je suis sûr que c'est Madame Privas qui était là. C'était son corps, j'en suis persuadé. Mais enfin, Paul, vous conviendrez que ça n'est pas possible. Madame Privas est morte depuis plusieurs mois maintenant. Je l'ai vu comme je vous vois là. Ouais, enfin, avec ce que m'a dit Madame Yankiewicz, comme quoi elle nous demande de l'aide de l'au-delà, ouais, moi je dis, son corps aurait peut-être pu se déplacer d'une manière ou d'une autre, hein. C'est pas ce qui se passe, hein. Ces hypothèses me paraissent complètement farfelues. Monsieur Mauroy, vous en pensez quoi, vous ? Ça me laisse très perplexe, mais je ne vous cache pas que j'ai du mal à avaler le fait, avec tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur Ponce, que ce soit vraiment elle. Je pense qu'on a peut-être été abusé d'une manière ou d'une autre. Peut-être que la mise en scène ou l'état de décomposition du corps vous aura fait croire que c'était elle, mais avouez que c'est farfelu que ce soit vraiment le cas. Je dis ce que j'ai vu. Après tout, un cadavre en décomposition, ça peut être difficilement identifiable. Enfin bref, on va pas tourner autour du veau toute la soirée. Monsieur Mauroy, du coup, par rapport à ce gars-là, Dupuis de Perfit, là, vous avez fait vos recherches de votre côté, je crois bien. J'ai obtenu quelques informations, oui. Alors il s'avère que ce Louis-Amédée Dupuis de Perfit est donc l'héritier naturel des entreprises fondées par sa famille, qui importe et exporte des marchandises avec l'Europe de l'Est, ainsi que l'Extrême-Orient et même les États-Unis d'Amérique. Il se démarque un petit peu dans le milieu pour avoir des tendances commerciales un peu plus libérales que la plupart de ses collègues. Et il fréquente on va dire une fratrie de personnes du même acabit que lui, qui sont dans la même tranche d'âge, notamment responsables de la construction du cercle omnisport. Donc ce Louis Amédée évolue dans des cercles
Assez intriguant, j'ai envie de dire. Pour revenir sur le cercle omnisport, je dois vous avouer que je n'ai pas appris grand-chose. Le chantier bat son plein, l'installation est colossale, mais à part ça, rien qui ne puisse attirer vraiment la curiosité, à part le secret qu'ils font sur leur stand pour l'exposition universelle dans 2 mois. De mon côté, du coup, je suis allé au Café de l'Est. Sans surprise, il y a pas mal de gens qui viennent de l'Est là-bas. J'ai vu le gars là, Olaf. Je n'ai pas posé de questions à qui que ce soit, mais en tout cas de ce que j'ai vu, ouais, ça a l'air d'être un peu son QG. Pas eu d'infos sur le Tsarevitch par contre, rien de particulier à ce niveau-là. Et du coup, j'ai passé un coup de fil à Madame Yankiewicz parce qu'il y avait une question que j'avais oublié de lui poser. Concernant le Majnox, alors elle-même elle le connaît pas, mais elle connaîtrait quelqu'un qui aurait possibilité de le contacter, une demoiselle du nom de Philippine de Brécy. Alors je vais peut-être partir de ce côté-là. Excusez-moi de vous déranger, messieurs, dames. Oui, Louis. Un pli vient d'arriver pour Monsieur Ponce. Un télégramme. Rendez-vous demain 8h, préfecture de police. Stop, signé LL. Ah, il semblerait que je sois convoqué. Par qui? Par votre papa, enfin, apparemment. Mais quelle drôle d'idée. Ben alors? Dites-moi, Paul, vous êtes-vous fait remarquer un peu trop sur la scène de crime? Pas du tout. Quand je suis arrivé, j'ai vite été écarté comme tous les badauds présents, mais c'est la sûreté de Paris qui était là. T'aurais pas essayé d'écarter 1 ou 2 flics dans la foulée, j'espère? Je sais me faire discret. Enfin, s'il a écarté des personnes de la sûreté, je ne vois pas en quoi mon père serait concerné. Ouais, je vais aller le voir et puis je vous dirai. De toute façon, t'es convoqué, donc autant qu'il y aille. Hein. Enfin, c'est un rendez-vous. Sinon, il serait venu m'arrêter. Je vais discuter avec lui. Moi, j'aimerais avoir son avis sur qu'est-ce qu'on fait du Cosaque qui est toujours dans notre cave. Oui, monsieur. Quels sont les projets à long terme de monsieur sur ce gentleman? Je vous ne cache pas que j'ai pas beaucoup d'idées, Louis. Parce que visiblement, il a compris où il était. Certes. Nous voilà dans ce que nous pourrions appeler une impasse. Oui, et ça ne me plaît guère. Ceci étant, je dois bien avouer que, vu son comportement, il ne me semble pas non plus particulièrement pressé de partir. La crainte de ce qui va lui arriver dehors semble faire qu'il a des idées assez ouvertes sur le fait de rester un invité. Peut-être pourrions-nous, je ne sais pas, lui offrir un petit voyage à la campagne. J'entends parler un véritable voyage à la campagne, hein. Ne voyez pas là d'allusion morbide. Vous pensez qu'il sera plus loquace si on lui promet une protection assez loin de Paris et de toute l'agitation qu'il y a? Je pense surtout que ce sera un problème en moins. C'est une bonne idée. Très bien. Je lui prends un train pour quelle destination? Le Gard, ça me paraît être une bonne idée. Pourquoi pas le Gard? Ça, c'est loin. C'est vrai. Il paraît qu'on recrute dans les mines d'Alès. Le lendemain matin, le froid a un petit peu diminué sur Paris, mais il reste vif. Et chacun d'entre vous vaque à ses occupations, donc je suppose, monsieur Ponce, que vous vous rendez à la préfecture. Exactement. Ainsi que mademoiselle Lépine. Il faut bien travailler quelques jours semaine. Exactement. Est-ce que vous allez à votre journal? Oui, monsieur tout à fait. Je vais aller faire un petit tour au journal, voir un petit peu qu'est-ce qui se raconte à la rédaction, faire un petit peu mon boulot, puis s'il y a 2-3 infos sur le Majnox, je vais les prendre aussi. Et monsieur Mauroy? Eh bien, je vais passer à la centrale de mes affaires, un petit peu bosser aussi, quand même. Très bien. Voir comment ça se porte et ensuite continuer mon enquête sur Louis. Monsieur Mauroy, devant votre bureau, il y a un crieur de journaux qui est là. Demandez le vigilant! Demandez le vigilant! Demandez une enquête exclusive sur les enquêteurs occultes de Paris! La police laisse faire son travail par d'autres! Demandez le vigilant! J'achète un numéro. Où il y a un article assez extensif, effectivement, sur la plaie des enquêteurs privés et amateurs surtout. La plaie des enquêteurs amateurs et un journaliste du nom de Henri Dunot a fait une enquête notamment en disant que certains enquêteurs sous couvert de protection haut placée se permettaient de mener leurs enquêtes comme bon l'ensemble au-delà de toute légalité. On aurait entendu notamment dans le cimetière du Père-Lachaise il y a 2 jours des coups de feu à répétition et une enquête diligentée par les services de la sûreté de police du sémillant monsieur Gressac est sur le coup. Je vais changer d'objectif. Je vais mener une enquête pour essayer de voir qui est-ce qui est responsable de ça et comment il a su tout ça surtout, ce Très journaliste Henri Dunot.
Alors, à la préfecture de police. Donc vous entrez, monsieur Ponce, dans le bureau du préfet de police, monsieur Louis Lépine, l'un des hommes les plus puissants de France. Monsieur Lépine. Asseyez-vous. Monsieur Ponce, nous avions un accord, je crois. Oui. Quel était cet accord, monsieur Ponce? Pouvez-vous me le rappeler? Ne jouez pas avec moi, vous le savez très bien. Voulez-vous me le rappeler, monsieur Ponce? Restez en discrétion auprès de votre fille. Pour sa sécurité. Et qu'avez-vous fait il y a 48 heures, monsieur Ponce? Vous avez entraîné ma fille dans un cimetière de Paris où il y a eu une fusillade. Mais alors, elle est pas morte, hein? Vous vous moquez de moi? Vous voulez vraiment finir en prison? Mais absolument pas, si j'étais pas là, elle le serait peut-être. Vous allez arrêter ce genre de bêtises immédiatement et vous allez faire en sorte que Jeanne ne soit plus mêlée à ce genre d'affaires. Jeanne, il faut qu'elle retourne à son bureau et qu'elle arrête de se trimballer avec votre bande de freluqués. Mais dis donc, je suis pas son père non plus. Non, son père, il est devant vous et il est très en colère. Et il vous a payé et vous a évité d'avoir un casier judiciaire pour que vous puissiez être champion du monde, je ne sais quoi. Je vous prierai d'être à la fois plus poli avec moi, plus reconnaissant et surtout plus efficace. Mais je vais quand même pas l'attacher. Vous faites ce que vous voulez. Je ne veux plus qu'elle soit mêlée à ça. Je vais faire en sorte de voir ce que je peux faire. Très bien. Rendez-lui visite et dites-lui de monter dans mon bureau. Pendant ce temps, au sensationnel. Salut les gars. Eh ben dis donc, on te voit plus trop ici. Non, bah écoute... T'es sur une enquête exclusive? Ouais, on va dire ça, ouais, je suis sur peut-être une ou deux affaires en même temps, mais t'inquiète, ça viendra aux oreilles du journal assez vite, mais bon, tu me connais, hein, je fais mon travail. Ouais, à ce sujet, y a Firmin qui veut te voir. Firmin Provost, c'est le rédac-chef. Et il veut me voir, genre un café ou... Il veut te voir. Ah, il veut me voir. Il veut te voir. Bon, bombe le torse. Et je ne montre absolument aucune défaillance en face de mes collègues. Et je vais jusqu'au fond de la rédaction, rentrer dans le bureau de Monsieur Firmin, je tape à la porte. Entrez. Monsieur Firmin, vous vouliez me voir? Ah, Colin, entrez. Et là, il a l'air soucieux, plus qu'en colère. Ça va pas, Monsieur Firmin? Ben, je crois que c'est à toi de me le dire, mon petit Eugène. Commence à courir des sales rumeurs à ton compte dans le milieu. Des sales rumeurs? Je vais pas tourner autour du pot, quelqu'un te cherche des crosses. Et t'es en train d'essayer de détruire ta répute. Alors, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? T'as lu le Vigilant ce matin? Non, j'ai pas eu le temps de prendre... Pourquoi? Il te sort un exemplaire du journal où donc tu constates effectivement qu'il y a l'article qui décrit ce qui ressemble à vos activités nocturnes, sans nommer personne, mais en tout cas, il est fait mention de personnes ayant des protections haut placées, de journalistes véreux... Ouais, effectivement, ça parle d'une équipe d'enquêteurs qui fait un petit peu les choses de son côté, mais bon, je vous la fais pas, Monsieur Firmin, évidemment que c'est de moi que ça parle, mais comment les autres peuvent le savoir? C'est pour ça, mon cher Colin, que je me dois te mettre en garde. Quelqu'un te cherche des crosses. Moi, je connais la presse depuis assez longtemps. Quand tu commences à voir ce genre de rumeurs, ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus derrière et qu'ils se réservent des choses à sortir plus tard. Évidemment, nous, ça nous arrange bien ce que tu fais avec ton petit groupe. Il y a toujours un petit truc juteux pour nous derrière. Ah bah là, il va y avoir de quoi, ouais, ça c'est sûr. Hein. Bah oui, moi là, je vois des fusillades au Père-Lachaise, j'imagine déjà la couverture, mais fais attention à ce que tes protections policières restent suffisantes. Ouais, bah je vais faire gaffe, Monsieur Firmin. Mais ouais. Vous avez contacté l'équipe du Vigilant ou pas? Ce serait faire un aveu. C'est pas faux. Non, ce qu'il faudrait, c'est que toi, tu me pondes un bel article qui puisse répondre indirectement et surtout avec du vrai croustillant dedans. Ouais, bah je pense que je peux vous faire ça, Monsieur Firmin. Eh ben, tu sais où est ton bureau? Mademoiselle Épine a la surprise de recevoir la visite de Paul Ponce, sortant du bureau de votre père. Ça va, Paul, ça s'est bien passé? Vous êtes là? Ah oui. Oui, très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous faites de beau? Mon travail. Ah, ouais, c'est une bonne chose, c'est bien. C'était toujours mieux que de courir Paris comme un lapin de Garenne, hein? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes bizarre aujourd'hui. Ah, du tout. Pourquoi vous dites ça? Je ne sais pas, vous avez l'air tout emprunté. C'est mon père qui vous fait cet effet? Ah, je n'emprunte rien à personne, hein. Non, il y a pas de souci, hein. Non, il voulait me voir pour parler de la sécurité pour les prochaines Olympiades. Voilà, oui, on va dire ça, voilà, oui. D'accord.
Bonne journée, travaillez bien. Et je m'en vais. Excusez-moi, monsieur Pons, vous n'avez pas oublié de passer un message. C'est clair. Vous n'avez pas dit quelque chose, monsieur Lépine? Ah oui, si, en fait, madame Jeanne? Madame Jeanne? Oui, Paul. Votre père voudrait vous voir. Très bien. Ah oui, j'allais oublier, mais je m'en suis rappelé quand je suis parti vers la sortie. Voilà. J'y vais de ce pas. Bonne journée quand même. Hein. Vous aussi, Paul. Et non, rien. Voilà. Au revoir. C'est grandiose. Monsieur Mauroy, je reviens à vous. Vous cherchiez donc des informations sur les propriétaires du journal Le Vigilant. Le Vigilant. C'est assez facile à trouver, évidemment, par vos contacts. C'est une femme qui est propriétaire du Vigilant. Elle s'appelle Adélaïde Beaumont de la Tour. Concernant ce Henri Dunot, est-ce que j'en sais un peu plus sur lui? C'est-à-dire déjà, est-ce qu'il est simple journaliste ou est-ce qu'il est dans des plus hautes instances, on va dire? Dans le manifeste du journal, c'est facile d'obtenir une espèce d'organigramme rapide du journaliste. On va essayer d'en savoir un peu plus sur cette Adélaïde Beaumont de la Tour. Alors, vous êtes à votre bureau en train de passer des coups de fil, envoyer des télégrammes, envoyer des grouillots, chercher la pêche aux informations, quand vous avez la surprise de voir entrer Louis dans votre bureau, en tenue civile. Monsieur, Oui. nous avons une urgence par rapport à notre invité. Qu'y a-t-il? Des policiers rôdent autour de la maison. Et ils ont demandé à entrer. Évidemment, ils n'avaient aucun papier, alors j'ai refusé l'entrée. Mais je pense qu'il y a urgence à évacuer ces personnes. Une fois de plus, et je m'en excuse, oui, je vais m'en remettre à vos compétences. Puis-je suggérer à monsieur d'opérer ce que nous appelions autrefois, de mon temps, une opération sac de linge? Il se trouve que j'ai un ami apothicaire qui peut me donner du chloroforme. Eh ben, vous savez quoi faire? Très bien. Du coup, je prends un billet de train dans un train de marchandises? C'est mieux. Vers le Gard. Oui. Mademoiselle Lépine, lorsque vous entrez dans le bureau de Louis Lépine, vous remarquez de nouveau ce que vous remarquez depuis quelque temps régulièrement chez lui, c'est son extrême fatigue. Vous savez que votre père dort très très mal en ce moment, depuis plusieurs mois même. Évidemment, tout le monde met ça sur le poids de sa charge. Et sa fatigue a l'air encore plus grande aujourd'hui lorsqu'il vous désigne un siège et jette nonchalamment devant vous sur le bureau l'exemplaire du Vigilant qui a été mentionné ces derniers instants. Vous avez l'air fatigué, père. Je le suis, Jeanne. J'ai été très patient avec toi. J'ai, été au-delà de toutes les récriminations de ta mère. Je me suis laissé convaincre par ton oncle. Mais là, il faut que cela cesse. C'est-à-dire, je ne comprends pas où est-ce que vous voulez en venir. C'est de toi qu'on parle dans cet article, Jeanne. C'est ridicule, je n'ai pas d'arme à feu, tu le sais bien. Ce n'est pas une question de qui a tiré, c'est une question de qui est là. Mais papa, enfin, ce n'est quand même pas de ma faute si on se fait attaquer par des apaches. On s'en est très bien tiré. On lutte contre... Contre quoi ? Contre les malfrats des rues, je sais pas, contre l'injustice. Mais c'est pas à vous de faire ça, Jeanne, ce n'est pas à toi. Je suis là pour ça. J'ai 8000 agents pour ça. Eh bien, j'en fais partie. Non, tu n'es pas un agent de terrain, et tu le sais très bien. C'est illégal ce que tu fais. Rien que le fait que tu sois dans ce cimetière à cette heure-là pourrait te valoir la prison si tu n'étais pas ma fille. Tu le sais, ça. Est-ce que tu penses à ce qui pourrait arriver à toute la famille si cela arrivait au grand jour ? Et je ne te parle pas de quelque chose qui te semble aussi idiot et parfaitement anecdotique comme ma carrière. Jeanne. Ta carrière ne m'a jamais paru anecdotique, papa. Tu sais très bien que je rêverais de faire ta carrière. Si seulement tu voulais bien me donner un poste d'agent de terrain, la question ne se poserait même pas. Bien sûr. Et le monde l'acceptera. Ta mère l'acceptera. Et moi, déjà qui dors bien, j'accepterai de savoir que tous les jours, tu risques ta vie à traîner avec des apaches, voire ton honneur. Je vois pas ce que mon honneur vient faire là-dedans. Non, tu sais très bien ce que tu ne doutes absolument pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème, Jeanne. Tu ne sais pas ce que tu risques. Tu commences à peine à l'entreapercevoir. Tu ne sais pas ce que tu risques, Jeanne. Tu imagines que tu sois seule le soir face à 3 apaches. Qu'est-ce qui va t'arriver, Jeanne ? Tu crois que seulement ils vont te planter quelques coups de couteau ? Qu'est-ce qui va t'arriver, Jeanne ? Tu y as pensé à ce que nous vivons, nous ? Quand tu fais ça ?
Jeanne, je t'ai obtenu le meilleur poste que tu pouvais avoir à la Sûreté de Paris. Je suis secrétaire, je prends des rendez-vous. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec la préfecture de police. Tu sais très bien que c'est des enquêtes que je rêve de mener. Mais il y a des tas de manières de faire des enquêtes. Des tas de manières. Tu pourrais travailler avec Brétillon. Tu pourrais éplucher l'ensemble des dossiers financiers d'une entreprise pour pouvoir déjouer les malfrats financiers. Mais non, tu préfères le romantisme, tu préfères les romans, tu te dis que c'est vachement plus important d'aller dans la rue pour essayer d'alpaguer un pauvre petit train de savate qui ne fait juste que frapper des vieilles le soir. J'ai des sergents de ville pour eux. Ce que tu fais, c'est non seulement tu prends des risques, tu me tues, mais en plus tu insultes la compétence de tout mon service en te disant que toi, tu ferais mieux. Retourne à ton bureau. Nous allons donc faire un petit tour de table pour savoir ce que vous comptez faire. Monsieur Colin. Alors du coup, je vais écrire mon article. Sur quel sujet ? Je vais parler de l'arrivée de la bande des Cosaques dans Paris. Ouais. Je vais parler du fait que clairement ils ne sont pas là juste pour être présents dans les rues, mais qu'ils ont clairement décidé d'imposer leur grosse botte. Et je vais parler de cette histoire de trafic de cadavres qui, d'une part, est un véritable scandale qui passe sous le nez des services de police sans qu'ils ne disent rien, mais qui plus est défigure littéralement le cimetière du Père-Lachaise, puisque c'est aujourd'hui une tombe sur deux qui est vide. Si ce n'est plus. Très bien. Donc, que des informations précises et objectives, oui, vérifiées, bien évidemment, sans aucune exagération. Jeanne, que faites-vous de votre journée ? Alors, eh bien, vous repartez un peu tremblante. Je pense suivre les conseils de mon papa oui. et m'asseoir à mon bureau et éplucher les comptes d'une société plus communément connue sous le nom de Cercle Omnisport de Saint-Michel. Très bien, c'est effectivement exactement ce que votre père a dit de faire. Voilà. Monsieur Mauroy. Je vais regarder régulièrement par les rideaux quand même, voir si les policiers tournent toujours autour de ma maison. D'accord, ça veut dire vous êtes rentré chez vous du coup ? Mais je considérais que vous étiez à votre office. Ah, mais d'accord, c'était ça. Ok, excuse-moi, oui. J'avais mal compris alors. Oui, c'est pour ça que... Ah, alors non, je vais pas rentrer chez moi, parce qu'ils m'ont mal pagué sur le chemin. Tant que Louis n'est pas revenu, je ne bougerai pas. Très bien. Et du coup, je vais m'occuper de mes affaires. Ah bah oui, parce qu'il faut un peu. Il faut bien. Très bien, alors vous apprenez que vos affaires, on commence à les attaquer. Comment ? C'est-à-dire que quelqu'un est en train de négocier, de reprendre à votre place le juteux marché de la raillerie du métro de Paris, dont vous étiez le fournisseur, hein, c'est vous qui fournissiez les rails. Eh bien, on essaie de vous passer sous le nez. Eh ben, on va essayer de trouver qui ? Très bien, ça va vous demander un peu de recherche. Monsieur Ponce. Je suis à table, au rocher de Cancale. Au rocher de Cancale. Avec 3 poulets. Et une fois sorti de table, par contre, je décide de rentrer chez moi et pour m'occuper de la famille que j'héberge. Les rats. Dont je vais aussi chercher à changer le nom, parce que voilà. Ils en sont très fiers. Mais on va rajouter une lettre ou deux derrière, histoire de... Hein, voilà. Et surtout de commencer à entraîner le grand, qui était... Voilà. On va laisser passer l'après-midi puisque vous avez tous vos occupations qui, sont certes très intéressantes mais prennent du temps. Vous aurez vos informations, Monsieur Mauroy, probablement le lendemain. Mademoiselle Épine, vous aussi vous aurez vos informations le lendemain. C'est un peu plus lent que de nos jours d'obtenir des informations. Votre article prend forme, Monsieur Colin. Et Monsieur Ponce, alors l'entraînement est très compliqué. Lui, s'il se bat, c'est entre guillemets pour gagner. Mais alors le principe des règles, de l'équité sportive, voilà, le concept global et philosophique du sport lui échappe. Ce qui fait que, il fait très mal aux gens, il les tape alors qu'on fait de la lutte, il n'hésite pas à employer le mobilier, enfin, c'est dur. Eh ben, on va insister, hein. En plus, alors ça ne l'intéresse pas. Il fait ça pour vous faire plaisir parce qu'il est reconnaissant envers vous. Mais vous voyez que ça ne l'intéresse pas le moins du monde. Hein. Il comprend pas le principe, l'idée, l'intérêt. C'est... Bon, écoute-moi, Paul. Je suis sûr qu'il cherche quelqu'un pour la sécurité au nouveau cirque. Peut-être que ça pourrait t'intéresser et j'ai de très bons contacts. Ça me semble plus utile. Est-ce que vous vous retrouvez le soir ? Alors moi, avant de retourner chez Monsieur Mauroy, je vais essayer de contacter Philippine de Brécy, après l'écriture de mon article, si j'ai le temps.
Vous avez le temps d'envoyer un message pour prendre un rendez-vous. Ça prendra sans doute du temps d'avoir une réponse. Vous envoyez la réponse chez vous, au journal, chez Monsieur Mauroy ? Au journal. Au journal, très bien. Vous recevez, Monsieur Mauroy, un petit télégramme de Louis qui vous indique que le colis a été expédié. Moi, je pense que je vais envoyer des télégrammes à mes divers compagnons pour leur proposer de se retrouver dans un endroit plus neutre, par exemple un restaurant ou un café. Vous proposez un lieu en particulier ? Vers les Halles, peut-être. Vers les Halles, très bien. Donc c'est vers le centre, vers les Halles, il y a tout ce qu'il faut, effectivement. Alors après avoir fait pleurer un premier restaurateur pour l'apéritif, vous retrouvez pour le vrai repas. Je vous laisse entre vous. Et pendant que vous mangez, nous allons juste un petit peu en apprendre plus sur les styles d'enquêteurs. Dans un jeu de rôle, le système de règles doit coller à l'univers et le mettre en valeur pour permettre aux joueurs de mieux en profiter. Dans Crime, les joueurs incarnent des enquêteurs et le système intègre donc ce paramètre en attribuant à chaque personnage un style d'enquête. Il s'agit de la manière dont le personnage aborde ses enquêtes et récolte ses indices. Faisons le tour de nos héros et de leur style d'enquête. Eugène Collin est un fouineur. Ses enquêtes sont guidées par sa curiosité. Il interroge les témoins, épluche les petits secrets des gens pour faire ressortir la vérité, quitte à franchir les lignes de la légalité. L'une des fouineuses les plus célèbres est Erin Brockovich. Jeanne Lépine est une limière. Ses enquêtes sont basées sur une méthodologie précise, basée sur l'observation des lieux, des faits et sur les sciences exactes, comme le ferait Sherlock Holmes. Edmond Mauroy est un mentaliste. Fin psychologue, il observe les gens et arrive à lire en eux la part de vérité et de mensonge, et dresse le portrait robot psychique des suspects. Hercule Poirot est un parfait exemple de mentaliste. Enfin, Paul Ponce est un Condé. Flic à l'ancienne, il croit aux indices, aux enquêtes de proximité et aux interrogatoires musclés. Elliot Ness est certainement le Condé le plus célèbre des États-Unis. Et maintenant que vous comprenez mieux comment ils mènent leurs enquêtes, retrouvons nos héros. Bon, je suis désolée, Monsieur Mauroy, d'avoir proposé de venir plus tôt dans ce restaurant. J'espère que Louis ne sera pas outragé du fait que nous refusions sa cuisine. C'est juste que je me suis fait un petit peu gourmander par mon père cet après-midi et j'ai jugé plus opportun de vous rencontrer ailleurs que chez vous. Bien, sachez ma chère que je ne vous en tiens en aucun cas rigueur. D'une part parce qu'en aucun cas nous sommes obligés de venir chez moi chaque fois, et d'autre part parce que ma maison a l'air surveillée. D'ailleurs, c'est une petite question que j'aurais voulu vous poser. Serait-il possible pour vous, éventuellement, de savoir si elle est surveillée par les services de votre papa ou de quelqu'un d'autre? Oui, je pense que c'est dans mes cordes. Je vous remercie. Sachez également, mes chers amis, que l'invité que nous avions dans ma cave est parti tout à l'heure pour le Gard. Qu'est-ce qu'il allait faire dans le Gard? Vivre loin de chez moi, de chez nous et de toutes sortes d'ennuis. Bon, messieurs, que faisons-nous concernant cette affaire? J'ai l'impression de ce que vous m'avez dit que la plupart de vos réputations sont mises en jeu et qu'il faut agir, peut-être. Vous avez vu cette histoire d'article là dans le Vigilant? Malheureusement. Absolument, j'ai déjà cherché à savoir d'où ça venait. Le journaliste est un certain Henri Dunot. Ouais, c'est exact, ouais. Le Vigilant est tenu par une femme, je vais essayer d'en savoir un peu plus sur son compte. Ah bah voilà. J'aimerais savoir si elle fait simplement son travail ou si elle travaille pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Dites-moi, je me demande, parce que là, on est bien d'accord, il y a une taupe là. Mais le gardien du Père Lachaise, là, s'il nous donne des renseignements, est-ce qu'il fait pas la même chose avec ce Henri Dunot là? C'est ce que je me suis dit. Dunot, c'est pareil. C'est pas impossible. C'est pour ça qu'il faudra mettre la main sur ce monsieur Dunot et voir d'où il tient ses informations. On va le faire parler. Doucement, je pense que nous avons suffisamment de dommages humains autour de cette affaire pour en rajouter. Ah, si on pouvait éviter d'avoir un article de plus, au moins cette semaine, ce serait pas mal. Vous êtes en train de dire que c'est ma faute? Mais non. Je suis d'accord avec Monsieur Collin. À un moment donné, il faut aussi savoir la mettre en sourdine pour qu'on puisse continuer nos activités. Paul, tu m'as l'air un peu soupolé ce soir. Susceptible, si tu préfères. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tendu? Oui, voilà, Paul, vous nous avez toujours pas raconté pourquoi diable mon père s'occupe-t-il de l'organisation des Olympiades. Vous ne nous aviez même pas dit que vous faisiez ça. Ah oui, c'est juste que, voilà, c'est parce qu'il... Et puis d'abord, voilà, et puis des fois, ça peut faire que... Mais là, non, en fait. Alors, c'est peut-être moi,
Mais j'ai rien compris. Non, monsieur Ponce, vous semblez anormalement tendu. Est-ce bien utile de nous cacher des choses? Absolument pas. Enfin, absolument que oui. Enfin, je veux dire que c'est... non, en fait, il y a la possibilité que... Ah, les farces, elles arrivent. Et voilà le pigeonneau. Ouais, merci, posez ça. Là, il y a 2 secondes, tu viens de nous parler d'une taupe. Et maintenant, tu bafouilles, tu pars dans tous les sens, tu sais même pas ce que tu racontes. Attends, Paul, qu'est-ce que tu nous fais là? Je dis juste que ça commence à me taper sur le système. Ça se voit, mais monsieur Ponce, c'est quelque chose d'autre. Absolument pas. Écoute, Écoutez, moi, j'aime bien avoir mon nom dans les journaux, mais sûrement pas pour des fusillades à Père-Lachaise. Bon, messieurs, pendant que vous argumentez, je m'excuse quelques instants. Je vais aller me rafraîchir. qu'est-ce qui se passe? C'est le fait d'avoir vu le corps de Madame Privas qui te met dans cet état? Oh, absolument pas. Enfin, si. Enfin, je veux dire que c'est... Mais oui, enfin, comme tout être normal. Monsieur Ponce, que vous a dit monsieur Lépine? Et vous êtes en train de m'interroger, là? Oui, Non mais Vous êtes pas de la police, je vous rappelle. Paul, si tu veux que ça fonctionne entre nous, et surtout vu là où on en est dans l'affaire, il faut qu'on soit tous clairs les uns envers les autres, excuse-moi, mais... Bon, très bien, vous le redites pas. En fait, j'ai intégré votre groupe grâce à monsieur Lépine. Pourquoi? Disons que c'est pour avoir un œil sur la petite Jeanne, pour être sûr qu'il lui arrive rien. Et forcément, quand il a vu la fusillade de l'article dans les journaux, il commence à s'inquiéter et il m'a un peu rappelé à l'ordre. Eh ben c'est bon, elle est pas morte, elle est même pas blessée. Mais c'est exactement ce que je lui ai dit. Eh ben... Eh ben, c'est tout. Mais c'est déjà beaucoup. C'est quand même Lépine. Enfin, Et- c'est Lépine père. Je crois que Monsieur Moreau veut faire quelque Et chose. que comptez-vous faire, Paul? Eh ben, continue à la protéger. Parce que si en plus elle se met à claquer, qu'est-ce que je vais faire, moi? On va mettre dans une petite boîte et c'est terminé. Mademoiselle Lépine revient sur ses entrefaits. Et donc là, vous remettez du beurre. Et généralement, quand on le fait revenir, avec le sendou, c'est mieux. Eh oui, je comprends. Bien. Mes chers amis, visiblement là nous en sommes, nous avons tapé dans les intérêts de quelqu'un d'assez haut placé pour qu'il arrive à nous nuire, tout doucement, mais comme on dit lentement mais sûrement, à chacun d'entre nous. Nous avons déjà vu que ce Louis-Amédée Dupuis de Perfit avait la main et le bras très longs. Aussi, je pense que son implication n'est même plus à vérifier, ça me paraît évident. Le problème, c'est que bien qu'il fasse des ronds de jambes devant nous, il sait parfaitement qui on est et pourquoi on enquête sur lui. Il faut donc décider d'une approche sur comment arriver à peut-être répondre à ses attaques. Peut-être pourrions-nous simplement suivre la même stratégie que lui. Nous savons aussi qui il est. Nous avons de suffisamment solides indices sur ses activités illégales, voire occultes, si l'on en croit le jeune Privat. Et peut-être que saper ses intérêts en secret et en douceur pourrait le faire basculer. Pourquoi faire ça en secret? Moi aujourd'hui j'ai écrit un article qui sortira demain dans le Sensationnel sur le fait que les Cosaques ils transportent des cadavres et tout ça et que ce serait bien que l'opinion publique s'y intéresse. Qu'est-ce qui m'empêche demain d'écrire un autre article en disant qu'au cercle omnisport il se passe des choses. Bon, peut-être pas demain parce qu'on a peut-être pas forcément énormément d'informations pour le moment, mais... Si vous décidez de porter le coup de l'accusation, il va falloir avoir les reins solides. Parce que autant faire un article à peu près flou sur des gens qui enquêtent dans des cimetières, c'est faisable, mais directement incriminer quelqu'un, il va falloir être sûr de votre coup, monsieur Collin. Ah, je suis d'accord avec vous, monsieur Moroy. Cela dit, je peux vous dire 2 choses. La première, c'est qu'on va continuer à enquêter. Là, je vais pas arriver comme ça, en pantoufle, au bureau et écrire le premier article qui me vient sous le nez. La deuxième, c'est que on m'écoute et que des fois, le simple fait de remuer un petit peu le terrier, ça peut faire sortir la bête, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Bon alors, moi demain, je vais aller faire un tour sur le chantier du cercle omnisport, voir un petit peu si les gars qui bossent là-bas, ils ont pas des choses à me dire. Et sur ce, par contre, je vais vous laisser, il faut que j'aille voir 2-3 petites choses de mon côté concernant le Mage Nox. Bien bonne soirée, monsieur Collin. Merci. De mon côté, chers amis, demain je n'y serai pour personne, je pense. Je vais passer toute ma journée à essayer de me renseigner un maximum sur cette Adélaïde Beaumont de la Tour, propriétaire du Vigilant. Et tâcher de voir comment on peut venir empiéter sur les plates-bandes de monsieur Dupuis de Perfit. Monsieur Moroy, si jamais vous trouvez des choses sur Madame Beaumont de la Tour, je veux bien que vous me les communiquiez. Je vais passer ma journée demain à mon travail à éplucher les comptes du cercle omnisport et de leurs différents membres. Et il se trouve que cette dame en fait partie. Très bien.
Donc, Jeanne, vous allez rester à la préfecture, c'est ça? Oui. Ouais, d'accord. Non, mais c'est pour savoir, en fait, juste. Moi, de mon côté, je vais continuer l'entraînement parce que, mine de rien, les Olympiades avancent. Alors, je vais rester d'abord un peu avec Monsieur Collin. Vous pouvez me faire un petit jet d'intrigue pour voir si dans votre soirée, vous avez réussi à obtenir des informations. Vous avez donc 4 réussites, Monsieur Collin. C'est donc un plus que franc succès et vous obtenez moultes informations. Le nom de Nox et de la Chapelle Noire revient vraiment souvent. Il semble qu'il y ait un surcroît d'activité. Et curieusement, en fin de soirée, ou même presque en début de matinée, lorsque l'aube pointe, vous avez acquis la certitude, enfin, en tout cas, qu'il est très actif et qu'il semble avoir une dent contre les Cosaques. On lui attribue la mort de plusieurs membres de ce gang. Par ailleurs, c'est effectivement quelqu'un qui a la réputation, notamment pour la haute société, de résoudre certains problèmes, surtout sentimentaux et conjugaux, par le biais de sortilèges qu'il utiliserait dans la Chapelle Noire. Alors, vous auriez certaines adresses pour le contacter et vous retrouvez plusieurs fois le nom de Philippine de Brissy comme étant l'un de ses clientes et de ses contacts privilégiés. Par ailleurs, le soir, vous croisez Gaston Privat dans les rues de Paris, qui était en maison de correction pour le vol des papiers du puits de Perfit. Et vous l'avez vu clairement avec l'accoutrement d'une bande d'Apaches vers les collines de Belleville. Et pendant ce temps, jetons de nouveau un œil sur l'histoire de Paris à la Belle Époque. Un Apache par-ci, des Apaches par-là. Vous vous demandez sans doute si nous n'avons pas doucement abusé du calumet pour peupler Paris de tribus d'Indiens. Pourtant, chère auditrice, chers auditeurs, mes potos, dites-vous bien qu'en 1900, Paris vit dans la peur de l'Apache. Alors, qui sont-ils ces Apaches ? Les Apaches étaient des bandes de voyous qui traînaient surtout leurs guêtres au nord et au nord-est de Paris, vers Belleville notamment. À cette époque, c'est encore un peu la périphérie. Et ouais, l'Apache de 1900, c'est notre Caïra de banlieue. Pour les bonnes gens, ce sont des sauvages, des barbares, une armée du crime qui défie les forces de l'ordre. Rusés, sans limite, insolents, violents, les Apaches font la une de tous les journaux et font trembler les bourgeois. En 1907, le petit journal dit « 30 000 rôdeurs contre 8 000 sergents de ville, l'Apache est la plaie de Paris ». Mais l'Apache, lui, se voit comme l'aristocrate de la pègre. Il a son honneur et ses codes. Tous les moyens sont bons pour dépouiller le cave, mais dans la bande, on est prêt à mourir les uns pour les autres, et on plaisante pas avec l'honneur. Et puis on soigne sa mise. On a des bottines qui doivent briller comme des miroirs, on porte la veste de l'ouvrier ou bourgeron, sur la tête c'est la def, la casquette, et on plante son couteau ou surin dans une grosse ceinture de feutre coloré. Et bien sûr, on est tatoué. Comme bande, il y avait par exemple la Cagnotte de Belleville, le Cursal des Aminches ou le Club des Poteaux du Père-Lachaise. Chacune a sa tenuelle et elles se battent pour un territoire comme pour une dame. Au-delà de la peur, l'Apache fascine. Ses exploits sont spectaculaires et pas forcément dénués de romantisme. Tiens, écoute celle-là. En février 1902, Mandat, chef de la bande des Courtilles, est arrêté pour avoir suriné un certain Léka, autre chef de bande, afin de conquérir la belle Amélie Elie, dite Casque d'Or, qui paraît-il puait du bec à 15 pieds. Un an plus tard, menottes au pogne, il l'épouse. Elle est pas belle, la Belle Époque ? Le lendemain, je vais demander à Mademoiselle Lépine et Monsieur Monroy de me faire chacun un jet, qui d'intrigue, qui de sciences humaines, spécialisation administration, pour pouvoir faire ces petites opérations et de renseignement et de sabotage. Et pour Mademoiselle Lépine, pour récolter ces informations. Ça fait 3 succès pour moi. Vous en recueillez beaucoup. Malheureusement, vous ne pourrez pas tout utiliser parce que cela dépasse vos compétences. Il vous faudrait l'aide de Monsieur Monroy pour analyser tout ce qui est purement comptable. Mais je vais prendre des notes et je montrerai ça bien sûr. À Edmond Gustave. Il y a un autre nom qui se détache parce que c'est le seul qui n'est pas un industriel. Prosper Meunier, qui est député. Le nom vous évoque quelque chose pour l'instant. Vous savez qu'on a entendu parler de lui ces derniers temps à l'Assemblée. Monsieur Monroy,
3 succès, ouais. Dites donc, les affaires de perfide vont les mal. Alors déjà, vous avez très rapidement identifié les fonderies Corvin de propriété de monsieur Jean Corvin comme étant l'entreprise qui essaie de s'attaquer à vos marchés. Et vous voyez clairement qu'il y a, notamment à la bourse, une véritable entreprise de démolition de la réputation de vos travaux. On utilise la mission que monsieur Bienvenu vous a donnée pour réaccélérer le chantier, pour dire que en fait vous n'êtes plus un homme d'affaires viable, que vous commencez carrément à sucrer les fraises. Alors comme ils disent les Apaches, ça va chier. Très bien, donc vous commencez à lancer des contre-offensives, pardon. Oui, violemment. Je pense que je vais m'aider d'un de mes contacts, qui est Maurice Édouard Kahn, qui est lui aussi un type très haut placé dans les affaires. Vous lancez des petites opérations et des petites contre-mines dont vous n'êtes pas peu fier. Vous retournez à votre club, du coup, Oui, monsieur totalement. Ponce. À votre club, Paul et sa famille entière est là et vous annonce qu'ils sont très reconnaissants de ce que vous faites pour eux, mais qu'ils vont repartir. Je peux pas vous retenir. Hein. Vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Paris est à vous. Si vous avez besoin un jour d'aller en dessous, appelez-nous. Je suppose que vous avez pas le téléphone. Hein. Non, mais on sait où vous trouvez. Ils vous donnent 2-3 endroits où vous pourrez laisser des messages où ils iront voir régulièrement. Je les remercie. J'ai une bonne poignée de main bien virile à ce Paul. Je mets une petite tapote sur la tête de la gamine aussi. Et je leur souhaite bon vent. Vous attendiez tous d'en savoir plus sur le célèbre Paul Ponce, le personnage de Matthew. Eh bien, vous allez être satisfait maintenant. Paul Ponce, dit le Colosse, était un géant, mesurant 1m95 et pesant 118 kg, l'athlète dans toute sa splendeur. Né en 1864 à Sorgues, dans ce beau pays du Vaucluse, il commença à lutter tout jeune, passant simultanément par toutes les catégories d'âge, et chaque année il remporta la victoire avec facilité. Il obtint successivement plusieurs championnats régionaux qui le mirent en vedette, et le nom de Ponce devint rapidement populaire dans tout le Vaucluse. En 1888, il partit pour la capitale où il fit ses débuts aux Folies Bergères. La première victoire sensationnelle de Paul date de 1891, lorsqu'il tomba le célèbre anglais Tom Cannon, qui lui avait été considéré jusque-là comme invincible. Du coup, Ponce fut rapidement considéré comme le plus fort du monde. En 1898, il vint s'inscrire dans le premier championnat du monde. Dans cette épreuve, il triompha de tous les concurrents après des luttes qui eurent un retentissement dans le monde entier. C'est au cours de ce beau tournoi qu'il triompha, devenant le tout premier champion du monde de lutte. Depuis cette époque, Ponce a beaucoup voyagé. Il fit plusieurs tournées en Italie, aux États-Unis, en Algérie, et fut même champion à Berlin et à Vienne. En visite chez un ami à Agen, il gifle malencontreusement un cultivateur. Il fut envoyé en correctionnel pour coups et blessures. Risquant de ne pouvoir concourir à nouveau, il eut droit auprès des autorités qui voyaient en lui un magnifique porte-étendard à un effacement du casier judiciaire. Cela afin de préparer au mieux les prochaines Olympiades. Et en échange d'une intégration auprès d'un club d'enquêteurs plus ou moins affilié à la police de Paris. Le personnage de Paul Ponce, contrairement aux autres protagonistes de nos aventures, a réellement existé. J'ai donc romancé sa vie pour l'adapter à notre groupe. M'inspirant de témoignages de personnes l'ayant croisé à l'époque, je lui ai donné ce caractère de bon vivant, attachant et sensible, une sorte d'Obélix de la belle époque. Et puis, à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024, je me suis dit qu'il était bon de remettre en lumière un de nos premiers grands champions français, qui possède des noms de rues et même un boulevard à son nom, dans la belle ville de l'Isle-sur-la-Sorgue. Monsieur Collin, vous allez donc en direction du Bois de Boulogne. Tout à fait. Sur le chantier du Cercle Omnisport Saint-Michel. Vous pouvez me faire un jet de société pour bien vous intégrer et commencer à susurrer des idées aux ouvriers. C'est un échec critique. Alors, vous avez un problème, vous vous faites remarquer très vite. Un agent de sécurité vient vous voir et vous expulse manu militari et vous échappez tout juste à la prison. Bien. Moi, je vais retourner à la rédaction, du coup. Oui, très bien. À la rédaction, Monsieur Collin, on vous indique qu'il y a un mot pour vous qui a été laissé par un petit Apache. C'est pas bien écrit, hein.
Mais c'est Gaston Privat qui veut vous voir. Et il dit où? Tu en déduis que c'est sans doute chez Monsieur Monroy qui veut aller, puisqu'il sait que vous êtes là-bas. Je vais aller chez Monsieur Monroy. Monsieur n'est pas là, monsieur. Puis-je laisser un message à monsieur de la part de monsieur? Bah en fait, j'aimerais bien le voir. Mais il n'est pas là. Bien sûr, vous pouvez entrer. Voulez-vous que je vous serve un petit armagnac? À condition que vous ne le mettiez pas sur une plaie ou une quelconque blessure ou jeté par-dessus votre épaule ou je ne sais. Non, il n'y a quelle pas une fantaisie. nouvelle blessure, Louis. C'est très gentil de votre part, mais avec plaisir. Du coup, je vais l'attendre. Moi, à la fin de ma journée de travail, j'aurais aimé prendre mes notes et justement apporter un pli à Monsieur Monroy chez lui. Pour qu'il puisse me dire ce qu'il en pense. Bien, tandis que Monsieur Collin sirote un armagnac dans le bureau en attendant, vous êtes accueilli également par Louis. Ah, mademoiselle, vous venez voir monsieur? Monsieur n'est pas là. Par contre, il y a monsieur Collin. Puis-je laisser ce pli pour Monsieur Monroy? Bien sûr. Ça me fait plaisir de vous voir, Eugène. J'avais justement plein de questions à vous poser. Eh ben, ça me fait plaisir de vous voir aussi. Un petit peu fatigué, mais je vous écoute. Allez-y, posez-moi vos questions. Aujourd'hui, à mon travail, pendant que j'investiguais sur le cercle Omnisport, m'est venu un nom et je me suis dit que peut-être que vous qui suiviez assidûment l'actualité, vous sauriez me dire à quoi il est rattaché. J'avoue que je n'ai pas réussi à le retrouver et j'y ai passé la journée. C'est un certain Prosper Meunier. Je sais qu'il est député, mais je n'en sais pas plus. Prosper Meunier, je connais. Il s'est fait connaître parce qu'il a un projet de loi qu'il a présenté à l'Assemblée récemment, dont tu as entendu parler, qui est assez étrange et fantasque. Il a constaté que de nombreux ouvriers, personnes entre guillemets du bas peuple, n'ont pas les moyens de donner des sépultures décentes à leurs proches, voire même à eux-mêmes, et notamment lorsqu'il y a des accidents du travail qui impliquent un décès. Donc il milite pour que les entreprises puissent obtenir le droit d'avoir des cimetières privés dans leur sein pour pouvoir avoir le droit d'enterrer leurs ouvriers. Il voudrait déposer une loi qui permettrait aux entreprises d'être propriétaires du corps de leurs ouvriers morts pendant l'exercice de leurs fonctions. Évidemment, les alliés de cette loi disent c'est juste quelque chose qui permettra d'avoir des cimetières, peut-être même des cimetières laïques, de toutes les confessions, pour les ouvriers qui, comme ça, n'auraient un peu dans le genre du paternalisme qu'on pouvait avoir à l'époque de la révolution industrielle. On reste dans les grandes familles et puis du coup on vit à l'usine, on s'y éduque et quand on y meurt on y repose. Oui. Pourriez-vous m'ouvrir, monsieur? Je suis chargé. Oui. Et Louis entre avec sous le bras Gaston Privat qui se débat. Gaston, mais qu'est-ce que tu fais là? Je vous avais dit, je voulais vous voir. Et pourquoi qu'il en m'empêche peut-être? Calme-toi. Bon, merci Louis, on va le prendre avec nous, on s'en occupe. Merci. Très bien. Vous me permettez que je reste ici pour le surveiller? Si vous voulez, oui. Vous êtes chez vous, j'ai envie de dire. Enfin, chez monsieur... bref. Ce n'est pas faux. Gaston, qu'est-ce que tu veux? Excusez monsieur Collin, quand je vous ai vu la dernière fois, j'ai paniqué parce que... je sais que ça vous ferait pas plaisir de me voir dans la tenue où que vous m'avez vu, mais quand je suis sorti de la maison de correction, c'est le seul endroit où j'ai pu aller. Ouais, dans un sens, je te comprends, même si là aussi, t'aurais pu venir nous voir, et puis, il y a toujours moyen de s'arranger. Je sais que je vous ai déjà mis un peu dans les problèmes avec mes histoires, mais là, je crois qu'il y a que vous qui pouvez m'aider. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on a retrouvé le corps de ma mère qui était morte il y a 3 mois à côté d'une scène de meurtre il y a pas longtemps. Ouais, on a entendu parler de ça, ouais. Eh ben, il me refuse le droit de réclamer le corps pour que je puisse l'enterrer à côté de mon paternel. Qui ça, il? Eh ben, je suis allé à la police, là, chez Gressac, et puis après, ils m'ont dit que comme quoi, c'était pas possible et tout ça. Alors, évidemment, moi, que je suis mineur, j'ai pas de droit, donc il faudrait que je me suis dit que vous, qui avez autant de connaissances et le bras aussi long, que vous portez carrément le même nom que le préfet de police. Alors, tant les gens, ils pourraient croire que vous êtes sa fille, et que ça pourrait marcher, et que je pourrais avoir le droit d'enterrer ma mère à côté de mon paternel. Calme-toi. Honnêtement, là, l'histoire de ta mère, malheureusement, dans cette histoire, du coup, on est en plein au milieu d'une enquête de police, donc, je veux dire, je dis pas non, tu vois, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Non, attendez, vous entravez pas. Ils veulent pas que je récupère le corps. C'est pas qu'une question de tu récupéreras le corps après l'enquête. Mais pourquoi ils veulent pas? Je ne sais pas, moi, c'est pas du tout dans les procédures administratives habituelles. Après, c'est la sûreté, alors monsieur Gressac a peut-être des nouvelles techniques, je n'en sais rien.
Et sur ces entrefaits, Monsieur Mauroy rentre chez lui en ayant la surprise de constater que son salon est occupé donc déjà et très confortablement installé devant un très copieux repas par Mademoiselle Jeanne Lépine, Monsieur Eugène Collin, Gaston Privat et Louis qui s'était même assis pour manger. Eh bien, Louis, nous avons du monde. Je me suis permis de me servir, monsieur, pour ne pas jeter, car à ma grande surprise, monsieur Ponce n'est pas là. Ah, puis-je vous présenter votre nouveau valet de pied, dit-il en désignant Gaston Privat. C'est pas très sympa ça, Louis. Une objection, monsieur? Non. Bien, monsieur. Bon sang de bonsoir. Bon, monsieur Mauroy, ouais, effectivement, il fallait que je vous parle de différents trucs. Je pensais que tout le monde serait là. Bref. Je vous écoute, monsieur Collin. Ça vous dérange pas si je commence, madame Lépine? Absolument pas. Alors, monsieur Privat, le petit Gaston qui est là, il est venu nous voir parce qu'il a besoin d'un coup de main. Depuis l'histoire du cadavre de sa mère, là, qu'on a retrouvé avec l'épée ensanglantée, et ben, à la police, là, à la sûreté, ils veulent pas lui rendre. Mais ils veulent pas lui rendre du tout. Genre, même pas après l'enquête, quoi. Donc, nous, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire par rapport à ça, mais faut avouer que c'est louche, quand même. Effectivement. Oui, nous discutions avec Eugène juste avant votre arrivée du député Meunier. Prosper Meunier. Ah, Il semblerait faire partie lui aussi du cercle Omnisport, ce qui est assez interloquant puisque c'est le seul à ne pas être du tout dans l'industrie. Alors, entre son projet de loi pour récupérer les cadavres des ouvriers, qui est quand même assez vraisemblable, et puis le fait qu'il traîne autour d'un cercle qui aurait des liens avec les Cosaques qui traînent des cadavres, moi je trouve que ça fait beaucoup de macabées de tous les côtés. certes, un projet de loi invraisemblable, mais qui, dans cette affaire, prend du sens. Oui, effectivement, là pour le coup, j'y trouve beaucoup plus de logique, même si j'y adhère pas du tout. D'ailleurs, en parlant du cercle Omnisport, j'ai amené avec moi des documents qui, je pense, vous intéresseront concernant la comptabilité du club. Eh bien, nous allons étudier cela. Une dernière chose là concernant les Cosaques. Hier soir, j'ai fait un peu la tournée des coins que je fréquente pour avoir des infos sur ce qui se passe dans l'outre-Paris, on va dire. Et à ma grande surprise, le mage Nox, il aurait des liens, mais pas ceux que je pensais avec les Cosaques. En fait, il semble être directement confronté à eux. Mais quand il peut, même s'il peut leur faire des sales tours, il les fait. Donc moi, je vais essayer de le contacter d'une manière ou d'une autre, mais ce serait peut-être intéressant de savoir ce qu'il a à nous raconter. Méfiez-vous, monsieur Collin. D'une, ne vous mettez pas en danger. De deux, il est peut-être dans notre camp, mais il peut aussi faire partie d'un troisième camp. Je pense qu'il est dans le camp de personne, monsieur Mauroy. Faites-vous quelque chose de plus de votre soirée? Messieurs, je vais vous laisser, je vais rentrer chez moi. Au revoir, Jeanne. Mademoiselle Lépine, quand vous sortez de chez Monsieur Mauroy, il y a deux hommes qui vous interpellent. Ils sont sous un lampadaire, ils n'ont pas l'air ni menaçants, ni quoi que ce soit. Votre œil exercé depuis votre plus tendre enfance vous dit immédiatement que ce sont des policiers. Vous repérez le flic à 50 mètres. Donc il n'y a pas spécialement à s'en faire. Mais il vous interpelle, ça. Mademoiselle Lépine! Mademoiselle Lépine! Oui, messieurs. Ravi de vous rencontrer. Je me présente, inspecteur Morvec, inspecteur Chapuis. Nous avons juste un petit message à vous remettre. Il sort en une petite enveloppe. C'est de la part de notre patron. La bonne soirée, mademoiselle. C'est un message de Ferdinand de Gressac. Ce sont des inspecteurs de la Sûreté de Paris. Ah, de leur patron, j'ai entendu Ouais. de mon patron, d'accord. Et ce message est clairement une proposition d'emploi en tant qu'inspectrice sur le terrain de la Sûreté de Paris. Évidemment, elle est également accompagnée d'une invitation à venir rencontrer Monsieur de Gressac quand bon il vous semblera pour discuter de tout cela. La nuit passe sur ces entrefaits. Mademoiselle Lépine se rend au travail avec une tempête dans le cerveau. Monsieur Collin, Après une bonne nuit de sommeil, je retourne à la rédaction du Sensationnel et je regarde mon courrier, savoir si Philippine de Précy m'a répondu. alors, oui, vous avez un courrier, mais ce qui vous interpelle le plus, c'est que votre bureau est vide. Tout le monde t'évite du regard. Je vais voir mon collègue le plus proche, Michel, avec qui je parlais tout à l'heure. Il y a eu des changements. Et il te montre la direction du bureau du rédac-chef. Du coup, je vais me diriger vers le bureau de la rédaction. Vous remarquez tout de suite, monsieur Collin, que le nom sur la porte a changé. Et quel nom? H. Duno.
C'est pas vrai. Je rentre avec perte et fracas. Il y a un homme derrière. Un petit homme avec des petites moustaches bruns, en fait. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est où, monsieur Firmin? L'ancien rédacteur-chef. Le rédacteur en chef du sensationnel, le seul, l'unique. Je suis désolé, je suis son remplaçant. Monsieur Firmin a été renvoyé par les nouveaux propriétaires Les nouveaux propriétaires, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Votre journal a été racheté. Enfin, le journal. Enfin. Quoi? Ben oui, votre journal a été racheté par Madame Beaumont de la Tour. Et c'est vous, espèce de journaliste de pacotille, qui avait hérité de la rédaction en chef de mon journal? Déjà, c'est vous pas fichez de moi? Je le prends par le col. Non, il est vraiment falot. C'est pas moi, j'ai pas décidé. Moi, on m'a juste dit, vous prenez la décision et vous virez ce mec. Je suppose que c'est vous. Je suis vraiment navré. On vous a versé une belle pension on n'était pas obligé, mais on vous a versé une belle pension de dédommagement qui vous attend au service comptabilité. Écoute-moi bien, mon petit gaillard. C'est vraiment pas une bonne idée que t'aies accepté ce boulot, c'est moi qui te le dis. Et là tu Et mon bureau, là, pourquoi qu'il est vide? Parce que vous faites plus partie de la rédaction. Ah ouais? Et c'est toi qui décides ça, peut-être? En l'occurrence, là c'était pas moi, mais oui. Ah ouais? Tu vas revenir sur ta décision manu militari, c'est moi qui te le dis. Et demain, je vais retrouver toutes mes affaires. Elles sont où d'ailleurs, mes affaires? On vous a fait un petit colis à l'entrée, au service comptabilité à côté de votre pension. Demandez Micheline. Monsieur Ponce, de bon matin, que faites-vous? Je vais aller chez Monsieur Monroy, parce que j'ai pas eu plus de nouvelles que ça depuis la dernière fois, donc je vais m'enquérir de nouvelles. Très bien. Alors, quelle n'est pas votre surprise quand un jeune homme avec une magnifique raie sur le côté toute neuve et une petite tenue de valet, vraiment, le petit costard vous ouvre, qui qu'ai-je dois annoncer? Qui dois-je annoncer, Gaston? Je vous ai déjà vu quelque part, vous, jeune homme. C'est moi, c'est Gaston Privat. Oh, nom de Dieu. Non mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, monsieur Ponce, vous avez vos projets avec les gens que vous trouvez sous terre. J'ai les miens avec ceux qui nous rendent visite de manière impromptue. Mais je remets pas des déguisements ridicules comme ça. Il n'y a aucun ridicule à servir les gens et à s'habiller en conséquence, monsieur Ponce. Oui, comme vous voulez. Et il est là, monsieur Monroy? Ah oui, monsieur est ici. Vous me prierez de m'excuser. Je ne pensais pas vous voir ce matin, mais plutôt hier. Alors, il ne reste que quelques reliefs du repas d'hier soir. J'espère que ça suffira. Ça dépend. En tout cas, je demande à ce qu'on réchauffe tout cela pendant que je vous annonce auprès de monsieur. Avec volontiers. Allez, Gaston, allez l'annoncer. Monsieur Edmond, il y a Ponce. Ah, très bien. Monsieur Ponce. Monsieur Monroy. Comment allez-vous? C'est à vous qu'il faut demander. Êtes-vous plus détendu? Que quoi? Que la dernière fois. Oh, j'étais très détendu, fois. Bien. Suivez-moi. Je vais donc l'amener dans le salon et lui faire un résumé de tout ce qu'on a dit hier soir. Monsieur Collin, avez-vous réfléchi à votre plan d'action? Pas vraiment, et du coup je suis sorti du bureau avec perte et fracas. J'ai laissé un petit souvenir à Henri Dunot sous la forme d'un petit coquillard qui se trouve juste au niveau de son œil. Vous vous en allez comme ça? Je vais quand même aller voir Micheline récupérer mon chèque. Oui, qui est tout à fait généreux en fait. Déjà le fait d'avoir des indemnités de départ, c'est parfaitement incohérent à l'époque. Je le déchire. Publiquement, devant tout le monde? Très bien. Évidemment, dans vos affaires, vous ne retrouvez aucune trace de votre article. Je vais quand même vérifier donc le courrier que j'avais, voir si j'avais bien reçu la réponse de Philippine de Brécy. Oui, vous avez reçu une réponse de Philippine de Brécy qui accepte de vous rencontrer. Évidemment, vous avez présenté ça sous la forme d'une interview journalistique et du coup, elle est tout à fait ouverte à la chose. Monsieur Ponce, monsieur Monroy, vous faites quelque chose après avoir discuté? Moi, je vais retourner à mes affaires, continuer le travail de sape. Et oui. D'une part, et d'autre part, continuer à savoir si je peux toujours en apprendre plus sur cette Adélaïde Beaumont de la Tour. Eh bien, vous apprenez assez rapidement dans la journée que par une opération express et extrêmement violente, elle a arraché la veille au soir le sensationnel. De mon côté, monsieur Monroy, je pense que je vais aller voir notre ami du cimetière, voir s'il n'a pas appris des choses. Ça fait quand même quelques soirs qu'il a dû travailler, et peut-être qu'il a dû voir quelques petits agissements nocturnes dans le Père-Lachaise. Gaston Privat, je peux peut-être venir avec vous, je connais bien le quartier, et puis j'ai des poteaux là-bas à qui j'ai pas pu le temps de dire au revoir, parce que comme qui dirait que je me suis fait un peu engager comme si j'étais à l'armée.
Dans ce cas-là, vous m'enlevez ce costume. Monsieur Ponce, vous vous rendez chez Monsieur Bousseron? Ah oui, si on a l'adresse de Monsieur Bousseron, oui, oui. il l'a laissé. Ah voilà, d'accord, voilà. Oui, directement. Il se trouve qu'il est chez lui. Il habite dans le 18e, donc très près de son lieu de travail. Monsieur Bousseron est surpris, vu que vous prenez à peu près l'ensemble de l'encadrure de la porte. Oui, vous êtes? Oh, vous savez très bien qui je suis. Ah oui, il se masse doucement le cou. Ah oui, entrez, Monsieur Ponce. Et ce jeune homme est? Mon second. Asseyez-vous, vous pouvez, je peux vous préparer un café si vous voulez. Que désirez-vous? Je n'ai pas eu plus d'informations ces derniers temps, mais peut-être avez-vous des questions à me poser? Déjà, de savoir si vous aviez eu des agissements de ces derniers temps dans ce cimetière. Dans le cimetière, non, les Cosaques à l'heure actuelle semblent plus occupés par l'activité de se débarrasser de toutes les bandes d'Apaches qui se situent entre ici et Belleville. Et ils ont un peu délaissé leurs occupations à l'intérieur du cimetière, ce qui me va très bien. Et il semble avoir aussi une espèce d'ennemi mystérieux qui assassine certains des membres des Cosaques. Et qui vous a dit ça? C'est les oreilles du quartier. Moi, j'habite dans le quartier, dans les cafés. Vous savez, ils passent pas très inaperçus, ces Cosaques. Hein. Ils se baladent par bande de trois, le sabre au clair dès que la nuit est tombée et que la police s'en va. Et ils patrouillent, ils raquettent les commerçants. Et plusieurs fois, on sait qu'on en a trouvé un. Tenez, regardez. Il sort un journal et il dit, regardez, celui-là c'en est un. Et te montre un article qui indique qu'un membre d'un gang parisien a été retrouvé, le corps mutilé près d'un train de marchandises qui descendait vers le sud de la France. Vous qui avez les yeux partout, notamment dans ce cimetière, vous n'êtes pas étranger à la nouvelle du fait que dernièrement, dans un certain journal, un article a parlé des agissements et de ce qui s'était passé cette nuit-là. Oh oui, j'en étais fort inquiété. Et vous savez pas d'où ça peut fuiter. Je pense que si on restreignait le cadre à mes collègues, si vous voulez vraiment savoir qui je soupçonne, je dirais Raymond. C'est celui que vous avez soudoyé pour entrer dans le cimetière et y mener votre planque. Quelqu'un qui est déjà soudoyable comme ça pourrait aussi vendre les petites infos qu'il a en plus à un journal. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Écoutez, Monsieur, vous ne m'avez pas dérangé. Je fais une grosse poignée de main bien virile et je m'en vais. En n'oublions pas Gaston. Et Gaston, en sortant, il dit... Mais dis-moi ce que tu as vu. Il planque des trucs dans son... Vous avez pas vu? Justement, si je te prie avec moi, c'est justement pour que tu vois des choses que je ne verrai pas. Ouais, c'est ça. Et dans son placard, il y a un double fond, j'en suis sûr. Un double fond? Ouais, il a enlevé la porte du placard, ce qui fait qu'on voit que tous les cintres et les vêtements, ils dépassent un peu. Comme si le placard était pas assez profond pour y ranger les trucs. Il a un double fond. Écoute-moi bien, tu connais un petit peu le quartier ici? Ah, comme ma poche. De toute façon, tous les quartiers de Paris, je les connais comme ma poche. Et ceux que je connais pas comme ma poche, c'est que je les connais sur le bout des doigts. Et tu connais les jeunes Apaches qui tournent dans le coin? Ah, je les connais tous. Enfin, le problème, c'est qu'ils se font tous dézinguer. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais aller voir mes potos de la bande des Amanches de Belleville, parce que je m'inquiète un peu pour eux, en fait. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir tes amis d'ici, de ce quartier, tu vas leur demander de surveiller ce monsieur. Je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fait si les Cosaques, ils débaroulent? Prenez pas de risques. Ok. Qu'est-ce qu'il va dire, monsieur Louis? Sur le fait que vous n'êtes pas rentré? Ben ouais. Je compte sur vous pour revenir très vite. Je te donne 24 heures. Pour rentrer? Oui. Ça veut dire que je serai pas à la maison ce soir? Mais Louis va me défoncer. Ah dans ce cas-là, oui. Donc ce soir. Ah ouais. Bon, je fais ce que je peux. Mademoiselle Lépine, vous avez fait votre petite collecte? En effet. Plutôt que de trouver des amis de Monsieur Gressac, j'ai avant tout trouvé des ennemis qui pourraient être notre ami. C'est pas très difficile, effectivement. Monsieur Marie-François Goron, qui est l'ancien directeur de la Sûreté Générale et un ami de mon père. Tout à fait. Et qui est actuellement directeur d'une agence de détectives, l'agence Goron, et qui est plutôt Dreyfusard et qui aime bien mettre son nez dans les vilaines affaires des autres, surtout les gens qui ne l'aiment pas, comme Monsieur Gressac, comme de par hasard. Donc je pense que je vais aller lui rendre une petite visite. Ça ne présente aucune difficulté. Évidemment, il sait qui vous êtes, il vous ouvre sans aucun problème, vous accueille.
Et donc, vous lui demandez s'il a des dossiers succulents et juteux sur Gressac. S'il peut me rendre ce service. Il n'y a pas... Gressac, c'est se protéger. Sinon, il aurait utilisé tout ça depuis bien longtemps. Mais pour l'instant, les rumeurs les plus récurrentes sur lui, en fait, sont au nombre de 2. D'abord, il a créé une espèce de brigade de choc, Gressac, une espèce de police d'élite. Tout le monde sait que c'est plus ou moins tous des anciens détenus, des gens avec un casier long comme le bras, et qu'on les soupçonne fortement d'entretenir un certain climat d'insécurité en pétant la gueule à des sergents de ville pour pouvoir dire que la préfecture de Paris ne fait pas son travail. L'autre, c'est qu'il s'est très récemment rapproché du député Prosper Meunier. Il y aurait peut-être eu des transactions financières un peu grises entre eux. Prosper Meunier ayant de grandes ambitions politiques et, disons, ne serait pas contre que la sûreté de Paris devienne peut-être la seule force de police de la capitale. Mais tout ça reste de l'ordre de la rumeur. On n'a pas encore assez cherché. Non, exactement. Merci beaucoup pour votre aide. En tout cas, Monsieur Goron, elle a été précieuse. Monsieur Colin Philippine de Brissy. Elle habite dans le 16e arrondissement, qui est déjà un quartier chic de Paris à l'époque. Elle est délicieuse. C'est une femme absolument ravissante. Alors vous êtes journaliste au sensationnel ? C'est ça, madame, tout à fait. Ah, j'aime beaucoup le sensationnel. Moi qui m'intéresse un peu aux arts obscurs, votre journal est peut-être la seule véritable référence française dans le domaine. Ah, pour sûr, ça c'est une référence. Madame de Bressy, mademoiselle ? Dieu merci, mademoiselle. Mademoiselle de Bressy. Voyez-vous, je suis en train de travailler actuellement sur un article concernant les récents mouvements, on va dire, dans l'outre Paris. Quelle belle expression, l'outre Paris. N'est-ce pas ? Elle est de moi. Il s'avère que un nom revient assez fréquemment, un nom auquel je m'intéresse d'assez près, et j'ai entendu dire de la part de mon amie Madame Yankiewicz, que vous connaissez. Bien sûr, il paraît que vous êtes son protégé. C'est une amie, après, ce serait flatteur de dire qu'elle me protège, mais j'apprécie en tout cas. Madame Yankiewicz m'a dit que vous connaissiez, ou en tout cas d'une certaine façon, le mage Nox. C'est vrai. Je n'irai pas comme vous jusqu'à dire que c'est un ami, mais c'est quelqu'un que je connais et je peux maintenant affirmer être en quelque sorte son porte-parole. Le porte-parole du mage Nox ? Écoutez, c'est quelqu'un de très puissant, très versé dans les arts, mais comme son nom l'indique, il est fait pour rester dans l'ombre. Et il m'a permis d'être cette part de lumière qui permet à l'obscurité d'être encore plus profonde. Qu'est-ce qui vous a amené à rencontrer le mage Nox ? Dites-moi, mademoiselle de Bressy. Ce que je vais vous dire doit rester sous le sceau de la confidentialité. Je ne vous citerai pas. On pourrait me reconnaître même pour la suite des événements. Très bien, je garderai ça pour moi dans ce cas. Je vous ai dit tout à l'heure que, Dieu merci, j'étais encore demoiselle. Grâce au mage Nox, j'ai échappé à un mariage que l'on voulait m'imposer. Un godeluro, mais qui aurait pu renflouer les finances de mon père. Et Nox, j'ai un peu honte de vous dire ça, mais... Je vous écoute, mademoiselle de Bressy, ne vous inquiétez pas, cela restera entre nous. Connaissez-vous ce philosophe allemand, Nietzsche ? J'en ai entendu parler, oui. Il parle beaucoup du désir de puissance et que quelque part, lorsque la puissance est là, la moralité s'efface. Grâce à Nox, j'ai pu atteindre un certain degré de puissance et me débarrasser d'un encombrant fiancé. Serait-ce beaucoup vous demander de savoir qui était ce fiancé ? Il s'appelait Philibert. Mais... Philibert de Camignac. Un jeune qui dirigeait des usines, ennuyeux à mourir. Grâce à Nox, il a eu une soudaine maladie. Une maladie courte et intense qui l'a malheureusement emporté. Paix à son âme. Je le lui souhaite. En tout cas, j'espère qu'il sera plus heureux là-bas. Il était toujours en train de parler de chiffres, de ses projets, de ses ambitions. Je ne voulais pas être une potiche qu'il montrait juste à ses invités. C'était une vie d'esclave que l'on me proposait et je suis faite pour être une maîtresse. Revenons au mage Nox, si vous le voulez bien. Bien sûr. Vous l'avez déjà rencontré physiquement ? Oui. C'est un homme d'un certain âge ? Je ne l'ai jamais vu que masqué.
Ah, Mais je pense qu'il n'est pas très vieux. quel masque porte-t-il? Il change selon son humeur. Vous savez, il utilise ces masques italiens de commedia dell'arte. Il est très portrait sur la théâtralité de son personnage. La magie va toujours avec un peu de théâtralité. On ne peut pas reprocher à un véritable mage de mettre un peu de théâtralité. Non, et puis ça participe généralement à l'envoûtement général. Et puis, lorsque nous avons opéré le rituel dans la fameuse chapelle noire, j'étais présente, bien entendu. Vous connaissez la Chapelle Noire? Oui, Décidément, j'y suis allé. décidément, mademoiselle de Brécy, vous êtes pleine de surprises. Disons que Nox agit plus qu'auparavant, mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est pour cela qu'il m'a permise de parler en son nom des fois. Et que dites-vous en son nom? Quelle est sa parole? Et moi déjà, rien que dire qu'il existe, que sa magie est effective, dangereuse, mortelle, est un message suffisant. Le premier de ces messages est qu'il ne faut pas faire de lui un ennemi, Bien entendu. comme ces Cosaques l'ont fait. J'allais y venir, justement, j'attendais de savoir si nous pouvions aborder le sujet. Nous pouvons. Écoutez, Nox débarrasse Paris d'une de ses pires nuisances, là où la police ne peut rien faire. Savez-vous de quelle façon il s'est retrouvé confronté aux Cosaques? Non, très simplement. La chapelle noire s'est trouvée être d'une certaine manière sur leur chemin, mais surtout, les Cosaques se sont mis à faire le trafic le plus immonde et le plus ignoble. Celui de déranger le corps des gens et de troubler toutes ces âmes qui ne peuvent plus avoir le repos de l'autre côté du voile. Quel pire crime que cela! C'est bien pire que de tuer quelqu'un que de l'empêcher de reposer pour l'éternité. Effectivement. Lorsque les Cosaques s'en sont pris au corps du Père Lachaise, Nox a été obligé de s'en mêler. Très bien. J'ai pour le moment fait le tour de la question, mais je vais me permettre une certaine audace envers vous, mademoiselle de Permettez-vous, mon Brécy. cher. Croyez-vous que vous pourriez arranger une rencontre entre moi et le mage Nox? Je ne le crois pas, mais je peux lui transmettre un message de votre part. Eh bien, dites-lui tout simplement que Eugène Collin est à l'écoute de sa porte-parole, et donc de sa parole, et que s'il cherche quelqu'un pouvant lui transmettre des informations, il saura où me trouver. Bien, je remettrai tout cela un peu dans l'ordre, mais bien. Mademoiselle de Brécy, je vous remercie. Monsieur Collin, ce fut un plaisir et j'espère que nous aurons d'autres conversations. Ce sera avec grand plaisir. Monsieur Moroy, Oui. Monsieur Bousseron est ici qui voudrait vous voir. Il est accompagné de Gaston Riva. Faites-les entrer. Je vais surtout ramener Gaston là où il doit être. Je suis désolé, je suis venu dès que j'ai su, mais enfin, vous l'auriez su demain matin, mais regardez en page 4 du journal du soir. Il y a un article qui parle d'une macabre découverte dans une usine de Billancourt. L'usine semblait tourner à vide pendant un moment, ce qui a déclenché un début d'incendie. Quand les habitants de la petite ville de Billancourt sont venus voir, ils ont découvert pas moins d'une 60aine de corps, avec l'énorme surprise de constater que quasiment tous ces corps étaient morts depuis fort longtemps. Très vite, certains de ces corps ont été identifiés comme étant des corps qui avaient disparu du cimetière du Père Lachaise. Ce qui sera la conclusion de notre épisode de ce soir. Merci de m'avoir prêté vos oreilles jusqu'au bout. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à noter, à commenter et surtout à partager. Vous trouverez en description bien sûr les sources et les crédits de cet épisode, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mon Patreon, si vous désirez, pouvez vous permettre de soutenir ce podcast. On se retrouve très vite, et n'oubliez pas, rêver, c'est résister.